La Terre et d'autres planètes gravitent autour d'une étoile, le Soleil. Le système solaire et d'autres systèmes stellaires avec lui gravitent autour d'un trou noir supermassif de 4 millions de masses solaires. C'est la Voie lactée, notre galaxie. Mais si on suit la logique, notre galaxie, elle gravite avec qui et autour de quoi ? Si aujourd'hui c'est un fait que la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi tant d'autres au sein d'un univers gigantesque, cela n'a pas toujours été le cas. En fait, c'est même plutôt récent. Il a fallu attendre qu'au début du XXe siècle, Edwin Hubble close le vieux débat sur la nature des nébuleuses que l'on observait dans des télescopes de plus en plus puissants. Étaient-ce simplement des amas d'étoiles dans notre galaxie? Ou alors un nombre énorme d'étoiles mais très éloignées? On pense à l'époque qu'il n'existe que notre galaxie dans l'univers. Cette question est donc capitale. Edwin Hubble mesure la distance de 3 d'entre elles entre 1925 et 1929, dont la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle. Il estime leur distance à plus d'1 million d'années-lumière et montre donc que ces objets ne sont pas dans notre galaxie. Mais surtout, cela veut dire qu'il ne s'agit pas de simples amas d'étoiles qui seraient invisibles pour nous à cette distance, mais bien d'autres galaxies à part entière contenant des milliards d'étoiles. Au final, la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des millions, des milliards d'autres que l'on observe partout dans le ciel. On a parlé de la découverte de ces nébuleuses de Messier jusqu'à Hubble dans la vidéo sur la supernova de 1054. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais je vais quand même rajouter quelques mots pour expliquer comment Hubble a fait pour mesurer ces distances. À la fin du XXe siècle, à l'observatoire d'Harvard, Charles Pickering lance un grand projet de catalogue d'étoiles basé sur l'analyse de plaques photographiques produites par les télescopes de l'observatoire. Mais n'ayant pas d'ordinateur pour faire cela automatiquement, il fallait des personnes pour analyser à la main ces plaques. Et les femmes n'ayant pas le droit d'accéder au télescope à cette époque, Charles Pickering va en embaucher près de 80 sur toute sa carrière pour faire ce travail ingrat que les hommes ne voulaient pas faire. Ce groupe, par lequel de nombreuses découvertes importantes vont être faites en astronomie, est surnommé le harem de Pickering. Parmi ces femmes, Henrietta Swan Leavitt est née le 4 juillet 1868 aux États-Unis. Après des études secondaires en astronomie, elle devient en 1893 l'une des calculatrices humaines de Pickering et travaille notamment sur une certaine catégorie d'étoiles, les étoiles variables, dont la luminosité varie au cours du temps. En 1908 et en 1912, elle publie des résultats suite à l'étude de près de 2000 étoiles variables qui vont révolutionner l'astronomie. Pour un certain type d'étoiles, les céphéides, elle trouve qu'il y a un lien entre la période de variation de leur luminosité et leur luminosité réelle. En mesurant donc la luminosité à laquelle elle nous apparaît, il est possible d'estimer leur distance. Henrietta Leavitt donne à l'astronomie pour la première fois la possibilité de mesurer les distances entre la Terre et des étoiles, même des étoiles qui peuvent être dans des galaxies plus lointaines. En 1921, Arlo Shapley prend la tête de l'observatoire d'Harvard et nomme Henrietta à la tête du département de photométrie. Malheureusement, elle meurt la même année d'un cancer à 53 ans. En 1924, Hubble découvre les premières céphéides dans la galaxie d'Andromède et du Triangle. En mesurant leur période, il utilise la relation d'Henrietta Leavitt pour déterminer leur distance et conclure sur leur nature galactique. Hubble déclara souvent qu'Henrietta Leavitt aurait dû obtenir le prix Nobel pour sa découverte. Arlo Shapley, lui, calibre cette relation période-luminosité des céphéides et s'en sert pour analyser la structure de la Voie lactée en déterminant notamment la place du Soleil dans la Voie lactée. Alors moins fair-play que Hubble, il considère que le mérite ne revient qu'à lui seul. Bref, au final, la découverte d'Henrietta Leavitt a changé pour toujours notre vision de l'univers. Elle a permis à Shapley de comprendre que le Soleil n'était pas le centre de notre galaxie et à Hubble de comprendre que notre galaxie n'était pas unique et qu'elle n'était pas au centre de l'univers. Rien que ça. La complexité émerge par assemblage d'éléments simples. La Terre fait partie du système solaire et elle gravite avec d'autres astres autour du Soleil. Le système solaire, et avec lui des milliards d'autres systèmes stellaires, font partie de la Voie lactée, une structure qui contient grosso modo un disque, un bulbe et un halo, qui gravitent autour d'un trou noir supermassif de 4 millions de masses solaires. Grâce à Hubble et Leavitt, on a compris qu'il y a de nombreuses galaxies semblables à la nôtre un peu partout autour de nous. Alors forcément, on se demande si la Voie lactée ne ferait pas partie d'un système encore plus vaste, où tout le monde graviterait autour de quelque chose d'encore plus gros.
Nos instruments de mesure sont devenus si précis ces dernières années qu'on est capable de faire une carte en 3D de notre environnement proche et d'en comprendre un peu les différentes interactions. On va commencer par quelques chiffres pour avoir une référence. La Terre fait 13 000 km de diamètre et tourne autour du Soleil à la vitesse de 30 km par seconde. Sa masse est de 1/300 millième de masse solaire. Le Soleil fait 700 000 km de diamètre et tourne autour du centre galactique à la vitesse de 230 km par seconde. Sa masse est l'unité de référence, une masse solaire, soit 10 puissance 30 kg, c'est-à-dire un 1 et 30 zéros ensuite. La Voie lactée fait 105 000 années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en un an, c'est-à-dire 10 000 milliards de kilomètres. La masse de la Voie lactée est d'environ 1000 milliards de masses solaires. Alors je dis environ car les calculs évoluent beaucoup en ce qui concerne les masses des galaxies. En effet, une grande partie de leur masse provient de la matière noire, qui n'est pas visible et qui est toujours très mal connue, et dont les calculs et les hypothèses varient régulièrement au gré des études. Bon, pour notre sujet, aujourd'hui, l'ordre de grandeur suffira. La Voie lactée fait partie d'un groupe de galaxies en interaction que l'on appelle bêtement le groupe local. Le premier à commencer à cataloguer les galaxies du groupe local est encore une fois Edwin Hubble. En 1936, il dénombre 8 galaxies. Depuis, ce nombre est monté à plus d'une trentaine de galaxies, réparties sur environ 10 millions d'années-lumière. On parle de groupe pour un ensemble de galaxies de moins de 100, un amas pour un groupe de moins de 10 000, et au-delà, on parle de superamas. Le groupe local contient 2 galaxies principales, la Voie lactée ainsi que la galaxie d'Andromède. Chacune d'entre elles possède son propre système de galaxies satellites. Autour de la Voie lactée gravitent les 2 nuages de Magellan, ces 2 galaxies naines que l'on voit à l'œil nu dans l'hémisphère sud, ainsi que plus d'une dizaine d'autres galaxies naines. Bon, alors simplement, une galaxie naine, c'est une petite galaxie composée de 100 millions à quelques milliards d'étoiles, un nombre relativement faible par rapport aux 200 à 400 milliards d'étoiles de la Voie lactée et aux 1000 milliards d'étoiles de la galaxie d'Andromède. La galaxie naine du Grand Chien est la galaxie la plus proche de la nôtre, à environ 25 000 années-lumière de distance, ce qui est juste inférieur à la distance entre la Terre et le centre de la Voie lactée, qui est de 30 000 années-lumière. À l'œil nu dans l'hémisphère sud, les nuages de Magellan ressemblent à des nuées d'étoiles qui se seraient séparées de la Voie lactée. Ils ont notamment été observés par Magellan au cours de son tour du monde au début du XVIe siècle, d'où leur nom. Le Grand Nuage est situé à 150 000 années-lumière dans la constellation de la Dorade et de la Table. C'est la plus grande des galaxies naines de notre groupe, et son diamètre est d'environ 15 000 années-lumière. Le petit nuage de Magellan est plus éloigné, 197 000 années-lumière, dans la constellation du Toucan. Les études récentes laissent planer le doute sur leur appartenance au groupe local. Vu la vitesse mesurée des nuages, il se peut qu'ils ne soient en fait que de passage dans la région de la Voie lactée. Dans tous les cas, de par leur taille et leur distance, ce sont des objets de choix pour l'étude de l'astronomie extragalactique. Quand on sait que le diamètre de la Voie lactée est d'un peu plus de 100 000 années-lumière, on voit bien que toutes ces galaxies ne sont pas très éloignées au final. Ok d'accord, à une échelle galactique, mais bon, sur les 14 galaxies qui gravitent autour de la Voie lactée, 10 sont situées à une distance qui n'est pas plus grande que 3 fois le diamètre de la Voie lactée. Autour de la galaxie d'Andromède, M31, gravitent plus d'une dizaine de galaxies naines, mais aussi la galaxie du triangle M33, la troisième galaxie la plus massive de notre groupe local. Alors si vous voulez comprendre pourquoi on appelle toutes ces galaxies M quelque chose, je vous renvoie à la même vidéo sur la supernova de 1054 où j'expliquais tout cela. La galaxie d'Andromède, M31 donc, a une taille apparente dans le ciel de 6 fois la pleine Lune. Elle est située à environ 2,5 millions d'années-lumière du Soleil dans la constellation d'Andromède et elle est visible à l'œil nu. Son diamètre est d'environ 140 000 années-lumière et elle contiendrait 1000 milliards d'étoiles, c'est-à-dire 3 à 5 fois plus que la Voie lactée. Pour ce qui est de sa masse, l'ordre de grandeur est celui de la Voie lactée, c'est-à-dire aux alentours de 1000 milliards de masses solaires. À l'échelle des galaxies, une grande partie de la masse n'est pas due aux étoiles, mais à la matière noire, ce qui expliquerait que malgré sa plus grande taille et son plus grand nombre d'étoiles, la galaxie d'Andromède ne soit pas forcément plus massive que la Voie lactée. On voit notamment M32 et M110, 2 galaxies naines satellites de M31 qui se déplacent avec elle. La galaxie du triangle M33 est la troisième galaxie la plus massive de notre groupe local, toutes les autres étant des galaxies naines. Elle est située à environ 3 millions d'années-lumière de la Terre, elle a une masse de seulement 60 milliards de masses solaires, ce qui représente à peine 15% de la masse de la galaxie d'Andromède autour de qui elle tourne. Et on peut voir jusqu'au détail des nébuleuses dans cette galaxie proche. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède se rapprochent l'une de l'autre à une vitesse approximative de 120 km par seconde. D'ici 4 milliards d'années, les deux galaxies vont se percuter et fusionner pour ne donner qu'une seule et unique galaxie elliptique géante autour de laquelle graviteront toutes les autres galaxies du groupe local.
Alors il n'y aura sûrement aucune collision physique, il y a trop de vide entre les différentes étoiles. Par exemple, Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, est située à presque 30 millions de fois le diamètre du Soleil. Mais l'impact gravitationnel sera conséquent, il modifiera la structure de la galaxie finale, des étoiles et des planètes seront même éjectées dans l'espace intergalactique. Peut-être que cela sera le destin du Soleil. On peut regarder une simulation de cette fusion. Pas d'inquiétude, il ne faut pas oublier que dans 4 milliards d'années, la Terre ne sera plus habitable depuis très très longtemps. Par exemple, dans 1 milliard d'années, la luminosité du Soleil aura augmenté de 10%. La température moyenne sur Terre montera donc à 47 degrés et les océans auront totalement disparu, évaporés. La Terre sera devenue un désert monotone. Il ne pourra rester que des poches de glace et des formes de vie élémentaires au pôle. Au final, la masse totale du groupe local est d'environ 2300 milliards de masses solaires, dont plus de 85% étant la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Bon, encore une fois, les mesures évoluent régulièrement, mais ce qui compte pour notre histoire, c'est surtout l'ordre de grandeur. Comme pour les étoiles, la plupart des galaxies sont naines. Comme pour le Soleil, la Voie lactée fait partie des grandes galaxies. Mais comme pour les étoiles, il existe aussi des géantes et des supergéantes peu nombreuses, mais qui ont une influence très importante sur l'ensemble du système. Si on regarde un peu plus loin, notre groupe local et sa trentaine de galaxies se dirigent à la vitesse de 500 km par seconde vers un amas de galaxies situé dans la constellation de la Vierge, que l'on appelle donc l'amas de la Vierge. Cet amas a été découvert par Charles Messier en 1781. Dans une zone du ciel d'environ 8 degrés, c'est-à-dire 16 fois la taille apparente de la pleine Lune, on trouve une grande concentration de galaxies. On sait aujourd'hui qu'il y a entre 1200 et 2000 galaxies qui sont toutes liées gravitationnellement et sont situées à 60 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Comme notre groupe local, elles s'articulent autour de sous-groupes de galaxies satellites qui tournent autour de galaxies plus massives. Les deux principales sont M86 et M87, deux galaxies elliptiques géantes. Ces galaxies, les galaxies elliptiques, n'ont pas la jolie forme spirale avec le bulbe central que peuvent avoir la Voie lactée ou la galaxie d'Andromède. Leurs étoiles sont réparties comme dans une sphère, plus ou moins régulière, avec une densité qui décroît plus on s'éloigne du centre. Leurs étoiles ont d'ailleurs un mouvement aléatoire autour du centre. Les galaxies elliptiques sont souvent le résultat de la fusion de galaxies spirales. La structure initiale des galaxies est détruite par l'interaction gravitationnelle entre les deux galaxies. C'est exactement ce qui va se passer lors de la fusion entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. M87 est une galaxie très connue depuis que l'an dernier a été réalisée une photographie de son trou noir supermassif. Cette galaxie est démesurée par rapport à la Voie lactée. Le rayon de cette galaxie est de 450 000 années-lumière et sa masse est de 4000 milliards de masses solaires. Au centre de M87 se trouve le trou noir qui a été photographié. Sa masse est de 6,5 milliards de masses solaires, 1000 fois plus importante que celle du trou noir de notre galaxie. Sur cette photo, on distingue clairement un grand nombre de galaxies, dont la plupart gravitent autour de M87. La masse de l'amas autour de M87 est environ 100 000 milliards de masses solaires. M86 est situé non loin de M87 dans le ciel. C'est aussi une galaxie elliptique d'un diamètre de 150 000 années-lumière. Cette jolie structure a été nommée chaîne de Markarian en hommage à Benjamin Markarian qui a découvert au début du XXe siècle que ces galaxies avaient un mouvement lié. Au final, l'amas de la Vierge est un agrégat de sous-amas comme celui de M86 et M87. La taille de cet amas est environ 7 millions d'années-lumière, ce qui est plus petit que notre groupe local qui lui s'étend sur 10 millions d'années-lumière. Mais pourtant, dans cet espace réduit, se trouvent entre 1200 et 2000 galaxies pour une masse totale d'1 million de milliards de masses solaires, soit 1000 fois plus que notre groupe local. Et l'amas de la Vierge n'est pas très éloigné dans ce groupe local. À 60 millions d'années-lumière, cela ne représente que 6 fois la taille du groupe local. C'est assez étonnant car on est habitué à voir beaucoup de vide à une échelle plus petite. Dans le système solaire, par exemple, le rapport entre la taille de la Terre et sa distance au Soleil est de 10 000. Le rapport entre la taille du système solaire et sa distance à l'étoile la plus proche est de 2000. Et je ne parle même pas du rapport entre la taille du système solaire et la distance au centre de la galaxie. Nous sommes dans une zone extrêmement dense en galaxies, et certaines étoiles sont plus proches d'étoiles d'autres galaxies que certaines étoiles de leur propre galaxie. Et il n'y a pas que le groupe local et l'amas de la Vierge, il y a d'ailleurs d'autres groupes et amas plus proches de notre groupe local. Mais tous se dirigent vers l'amas de la Vierge, qui est donc le centre d'une structure assez vaste que l'on appelle le super amas de la Vierge.
Le diamètre de ce superamas est de 200 millions d'années-lumière et il a une forme qui a de nombreux points communs avec la forme d'une galaxie. 60% des 10 000 galaxies sont situées dans un disque centré sur l'amas de la Vierge et M87, tandis que les 40% restants forment un halo. Notre groupe local est excentré en bordure du disque. Un peu comme le Soleil dans la Voie lactée. L'amas de la Vierge représente quasiment toute la masse du superamas, dont la masse est donc de l'ordre du million de milliards de masses solaires. Mais c'est pas fini. Notre superamas de la Vierge est attiré par quelque chose d'encore plus massif. Il se dirige à la vitesse de 610 km/s vers le grand attracteur. À ce stade, il faut qu'on parle de la vitesse d'expansion de l'univers qui commence à rentrer en compte. Bon, à ce sujet, je vais faire un truc où je suis assez mauvais d'habitude, je vais essayer d'être bref. Donc, en 1917, Albert Einstein publie la théorie de la relativité générale qui, en gros, explique que la gravitation n'est pas une force, mais la manifestation de la courbure de l'espace-temps sous l'effet de la masse. Bon, doucement, hein, je vais pas détailler plus, il y a beaucoup de vidéos très bien faites sur YouTube qui vont vous expliquer ça. C'est pas le sujet là. Là, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a plusieurs solutions d'univers possibles aux équations de la relativité générale qui prédisent un univers en expansion. Le problème, c'est que cette idée, elle plaît pas du tout à Einstein, qui ajoute une constante à sa formule, la constante cosmologique, pour que les solutions à ces équations soient des univers statiques. Pendant ce temps, Hubble, toujours le même, dans son observatoire du mont Wilson, commence à mesurer les distances des galaxies avec la relation d'Orbital-Leavitt. Mais c'est pas tout ce qu'il fait. Il calcule aussi les vitesses des galaxies en utilisant la méthode du redshift, le décalage vers le rouge. Alors qu'est-ce que c'est? L'effet Doppler-Fizeau est très connu dans le domaine du son. Quand une ambulance arrive vers vous, passe devant vous et s'éloigne ensuite de vous, le son semble d'abord plus aigu avant de devenir plus grave. En astronomie, c'est pareil avec la lumière d'une étoile ou d'une galaxie. Si l'étoile s'éloigne, sa lumière sera décalée vers le rouge, et si elle se rapproche, sa lumière sera décalée vers le bleu. En utilisant donc de la spectroscopie, c'est-à-dire l'étude du spectre de la lumière des étoiles, et en supposant que les étoiles possèdent certains éléments dont on peut étudier le spectre théorique en laboratoire, Hubble se rend compte que quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, toutes les galaxies sont décalées vers le rouge, et elles sont d'autant plus décalées qu'elles sont éloignées. C'est ce qu'il appelle la fuite des galaxies. Les galaxies s'éloignent de nous, d'autant plus vite qu'elles sont éloignées. Bah, il n'a pas le choix, hein. Einstein reconnaît la plus grande erreur de toute sa vie et retire sa constante. L'univers est bel et bien en expansion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez un ballon de baudruche. Posez-y des fourmis puis soufflez dedans. Toutes les fourmis vont s'éloigner les unes des autres, même si elles avancent les unes vers les autres. Peut-être que pour des fourmis très proches, leur mouvement propre pourra surpasser un temps l'expansion du ballon, mais les fourmis éloignées ne pourront jamais se rejoindre. C'est exactement pareil pour les galaxies. À l'échelle du groupe local, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède se rapprochent suffisamment vite et sont suffisamment proches pour que l'expansion de l'univers soit négligeable. Mais déjà, entre le groupe local et l'amas de la Vierge, c'est plus pareil. Malgré le fait que le groupe local se dirige à 500 km/s vers l'amas de la Vierge, il s'en éloigne en réalité à cause de l'expansion. Est-ce qu'au final le groupe local finira par tomber sur l'amas de la Vierge, ou est-ce qu'il finira par être soustrait à son influence gravitationnelle? C'est pas trop. Pour la suite, on ne va pas prendre en compte l'expansion de l'univers, mais uniquement les vitesses propres des galaxies pour que cela soit plus simple à concevoir. Bon, il faut juste avoir en tête que l'échelle de tout ce dont on parle s'agrandit en permanence. Le grand attracteur donc est une anomalie gravitationnelle qui se situe dans la zone d'évitement, c'est-à-dire pile derrière le centre de la Voie lactée par rapport à nous. C'est problématique car on ne peut pas regarder là-bas, beaucoup de lumière, beaucoup de poussière. Tout est plus compliqué et d'ailleurs les mesures sont vraiment imprécises, même aujourd'hui. C'est au début des années 80 qu'on a commencé à mesurer cette vitesse à laquelle toutes les galaxies proches semblent aller et que l'on a identifié sa localisation. Initialement à 150 millions d'années-lumière, même si aujourd'hui on pense à plus de 250 millions d'années-lumière. Bref, on estime sa masse à 50 millions de milliards de masses solaires. C'est 50 fois notre superamas de la Vierge. Et on ne sait pas trop de quoi il est composé. Peut-être de galaxies très massives, peut-être de matière noire. Bon, ça fait plusieurs fois que je vous parle de matière noire depuis le début de la vidéo sans avoir expliqué ce que c'est. Bon, en même temps c'est normal, on ne sait pas ce que c'est. Mais bon, on peut quand même en dire quelques mots. En mécanique céleste, d'après les lois de Newton et Kepler, on sait qu'un objet qui tourne autour d'un autre objet plus gros doit avoir une certaine vitesse en fonction de son orbite. S'il va plus vite que cette vitesse, il s'échappe, et s'il va moins vite, il finit par tomber sur l'objet. Ça vaut pour les planètes autour d'une étoile, comme la Terre, mais ça vaut aussi pour les étoiles autour d'un centre galactique et les petites galaxies en orbite de galaxies plus grosses. Sauf qu'en fait, non.
En 1931, Fritz Zwicky étudie les vitesses de 7 galaxies dans l'amas de la chelure de Bérénice pour en déduire leur masse. Il se rend compte que la masse qu'il calcule est bien trop grande par rapport à la masse que devraient avoir ces galaxies au vu de leur luminosité, et donc de leur nombre d'étoiles. Zwicky parle de ses résultats à ses collègues, mais sans attirer l'intérêt de personne. Alors c'est pas étonnant, Zwicky était un gars imbuvable qui de toute façon expliquait à tous ses collègues qu'ils étaient des crétins sphériques. Quel que soit l'angle desquels on les regardait, ils restaient des crétins. Pas étonnant donc que tout cela soit tombé dans l'oubli très vite. Début des années 70, l'astronome Vera Rubin étudie les vitesses des étoiles de la galaxie d'Andromède, et elle se rend compte que là non plus ça ne fonctionne pas. Plus les étoiles sont éloignées du centre, moins leur vitesse doit être grande. Et pourtant, à partir d'une certaine distance au centre, la vitesse des étoiles semble être constante, quel que soit l'éloignement. Vera Rubin va continuer ses mesures et montrer que cette anomalie n'est pas propre à la galaxie d'Andromède, mais bien à quasiment toutes les galaxies. Alors, il y a plusieurs hypothèses possibles. La première pourrait être que les lois de la gravitation de Newton ne seraient pas correctes pour des masses très grandes. Certains physiciens d'ailleurs travaillent à adapter la mécanique de Newton pour rendre en compte de ces mesures. Mais c'est pas l'hypothèse privilégiée aujourd'hui. On pense que les galaxies sont entourées d'une matière massive inconnue qui interagit avec quasiment rien. Cette matière, donc noire, influerait sur les vitesses des étoiles en périphérie des galaxies. Si aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé ce qu'est cette matière noire, et c'est pas faute de chercher, on arrive à calculer la masse nécessaire à expliquer les mesures de vitesse. Il y aurait dans notre univers 5 fois plus de matière noire que de matière ordinaire. Alors Vera Rubin n'a pas découvert que ça. En 1950, on considère toujours l'univers et la distribution des galaxies homogènes. On a vu que c'est pas le cas, mais à cette époque on ne le savait pas. Dans son mémoire de master, Vera Rubin, 22 ans, mère d'un jeune garçon et enceinte du second, montre que les galaxies ont des mouvements propres qu'elle estime aux alentours de 500 km/s, c'est-à-dire 10 fois plus que le maximum envisagé à cette époque, et elle montre que toutes les galaxies sont en rotation autour d'un point inconnu. Le directeur du département d'astronomie de l'université de Berkeley, où elle étudie, lui propose d'aller exposer sa théorie devant la Société américaine d'astronomie, mais Vera Rubin refuse et choisit de le faire elle-même. Alors, autant dire qu'une femme jeune, enceinte, dans les années 50, qui vient présenter elle-même une théorie d'astronomie, a été très mal accueillie. D'ailleurs, elle se fait limite insulter. Par exemple, le lendemain, le Washington Post titre ironiquement « Une jeune mère trouve le centre de la création à partir du mouvement des étoiles ». En réalité, elle a mis en évidence toute la dynamique des galaxies dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Elle a 26 ans et 4 enfants quand elle finit sa thèse. Elle porte sur la distribution des galaxies dans l'univers. Elle conclut que les galaxies ne sont pas réparties uniformément dans l'univers, certaines régions sont plus riches en galaxies, tandis que d'autres le sont moins. Inutile de dire que ça a été un nouveau tollé, et inutile de vous dire non plus qu'elle avait encore une fois raison. Il faudra attendre 15 ans pour que ces résultats soient reconnus. Et d'ailleurs, elle doit aussi attendre 10 ans après sa thèse pour avoir le droit d'utiliser un télescope, en l'occurrence celui du mont Palomar. Les femmes n'y étaient pas autorisées, la raison officielle étant l'absence de toilettes pour femmes à l'intérieur. Ensuite, comme j'ai dit, dans les années 70, elle met en évidence la matière noire. Même réaction à l'époque, ses confrères pensent que tous ces résultats ne sont pas crédibles, que ça n'a aucun sens, que c'est n'importe quoi, etc. Dans les années 90, elle travaille sur la fusion des galaxies spirales en galaxies elliptiques, expliquant certains mouvements contraires dans ces grandes galaxies. Alors toujours la même chose, on ne l'écoute pas vraiment, mais bon, quelques années après, on se finira par se rendre compte qu'elle avait bien raison. Vera Rubin est décédée le 25 décembre 2016 à l'âge de 88 ans. Comme Henrietta Leavitt ou Jocelyn Bell, elle n'a jamais eu le prix Nobel. Bref, comme Vera Rubin l'avait pressenti, notre galaxie, au sein de son groupe local, au sein de son super amas de la Vierge, fonce à la vitesse de 610 km/s vers le grand attracteur, cette anomalie gravitationnelle dont on ne sait rien et dont la vue nous est cachée par la zone d'évitement. Plus récemment, Hélène Courtois, astrophysicienne à l'Université de Lyon, accompagnée d'une équipe internationale, s'est lancée dans la création d'un immense catalogue de galaxies et de leur vitesse dans l'univers proche. C'est le catalogue Cosmic Flows, publié en 2018 pour sa première version. Grâce à ces observations, ils ont été capables de réaliser une carte de l'univers proche. Sur cette carte, on se rend compte que les galaxies sont réparties sur des petits filaments qui en rejoignent de plus gros et ils se dirigent tous vers une zone centrale. C'est un petit peu comme les petits torrents de versants de montagne qui coulent dans la même vallée, alors que ceux du versant voisin coulent vers une autre. C'est d'ailleurs avec cette image de bassin versant et de ligne de partage des eaux qu'Hélène Courtois redéfinit les superamas et leurs frontières.
Le grand attracteur est au cœur d'une immense superstructure, un supercontinent qui contient le superamas de la Vierge, le nôtre, et aussi deux autres superamas, le superamas de l'Hydre Centaure et le superamas du Pan Indien. Toutes les galaxies de ces amas se dirigent vers le grand attracteur. En 2016, ils ont nommé cette superstructure l'Aniakea, horizon céleste immense en hawaïen. C'est chez nous, et encore une fois, nous ne sommes pas au centre, mais en périphérie. L'Aniakea a une taille approximative de 520 millions d'années-lumière. Sa masse est de l'ordre de 100 millions de milliards de masses solaires, 10 puissance 47 kg. Pour l'écrire, il faut un 1 et 47 zéros ensuite. Ils ont aussi identifié d'autres supercontinents voisins. Le superamas de Persée-Poisson, d'une taille de 250 millions d'années-lumière, le superamas d'Hercule, d'une taille d'environ 300 millions d'années-lumière, et le superamas de la chevelure de Bérénice, plus petit, d'une taille d'environ 20 millions d'années-lumière. Mais surtout, le superamas de Chapley, qui était découvert partiellement par Arlo Chapley en 1936. Ce superamas est situé à 650 millions d'années-lumière et il semble attirer à lui toute la zone, dont l'Aniakea est son grand attracteur. À l'opposé se situe un grand vide que l'on appelle le répulseur. Cet ensemble, de l'attracteur Chapley au répulseur, couvre près de 1,7 milliard d'années-lumière et constitue la plus vaste zone cartographiée de l'univers. En 2500 ans, nous sommes passés de la carte du monde d'Anaximandre à celle d'Hélène Courtois et son équipe. C'est complètement dingue. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? À quoi ça sert? On ne visitera jamais ces mondes, on ne pourra même pas communiquer avec eux, les lois de la physique nous en empêchent. Alors vous me direz si les lois étaient fausses, etc., etc. Oui, peut-être d'accord, mais si ces lois étaient fausses, alors cette analyse serait fausse et donc du coup sans intérêt aussi, quoi. Bref. Je ne sais pas à quoi tout cela sert, mais je trouve cette quête de l'infini tellement passionnante et vertigineuse. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, laissez un pouce bleu, likez, partagez, marquez un commentaire, tout ça me fait extrêmement plaisir, alors surtout ne vous privez pas. Il y a un bouquin, si tout ça vous intéresse, que je vous conseille absolument, qui s'appelle Voyage sur les flots de galaxies, d'Hélène Courtois justement, où elle y explique finalement toute l'épopée de la découverte de l'Aniakea, et explique beaucoup mieux que moi comment tout cela fonctionne et où nous sommes vraiment dans l'univers. C'est vraiment un livre que je vous recommande. Bon, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.